l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal avec Hugues Gonneau, mon collègue journaliste et historien automobile. Antoine est absent cette semaine, mais on a une grosse émission pour vous aujourd'hui parce qu'il y a eu des dévoilements assez cool cette semaine. Et je parle pas d'un utilitaire intermédiaire avec une nouvelle déclinaison aventurière. Ça sera pas ça cette semaine. On va parler de sportives et de sportives assez cool. Puis je vous invite aussi à rester à la fin là, du segment de nouvelles parce qu'on va parler de données, plus spécifiquement des actualités qui sont sorties en relation avec les constructeurs chinois et les données personnelles et les réactions de notre gouvernement, du gouvernement américain envers ces informations-là. Puis on va vous parler pourquoi que c'est important, mais aussi pourquoi il ne faut pas paniquer non plus. Oui, non. Donc voilà. Puis ensuite, on va avoir une super chronique rétro. Hugues, tu vas nous parler de grosses voitures aujourd'hui du côté de chez Chrysler. Tout à fait. Sans plus tarder, on va parler de la Toyota Corolla. Et là, vous dites... Ça sonne un petit peu plate au début, Toyota Corolla. Une petite voiture compacte, très populaire, très frugale. Presque belge. Dans certaines de ses variantes très frugales. Par contre, on a dévoilé, vous connaissez la GR Corolla, en fait, la Corolla à traction intégrale qui a l'air d'une petite voiture de rallye. Et on a dévoilé cette semaine la GRMN Corolla. Ouais. Alors, Gazoo Racing, qui est la division de sport automobile de Toyota, et MN, qui veut dire Meister of the Nürburgring, qui est en l'honneur du pilote d'essai qui teste les véhicules pour Toyota sur le Nürburgring. Et pour dire Meister of the Nürburgring, je pense que le gars, il connaît un petit peu le circuit. Un petit peu. Alors voilà, GRMN Corolla. Essentiellement, c'est une GR Corolla avec des améliorations. Poussée à 11, on va dire. Écoute, de l'extérieur, en partant, là, ça a l'air encore plus agressif là, comme look, là, si on veut. C'est une bête. On rappellera que c'est animé par un 3 cylindres turbocompressé. C'est pas un moteur que tout le monde tripait au début quand on l'a regardé, quand on a vu les spécifications, mais avec à peu près un petit peu plus que 25 PSI de pression grâce au du turbocompresseur, on est capable d'aller chercher des performances qui dépassent maintenant là, dans la GRMN 302 livres-pieds de couple, donc plus 7 livres-pieds de couple. C'est pas énorme, mais d'aller le chercher dans un 1.5 litres turbocompressé, c'est toujours pris. Allez-y, c'est quand même assez cool. On a retiré les sièges arrière du véhicule pour enlever 66 livres. Fait que, pour les gens qui pensaient traîner la petite famille dans la GR Corolla. Ben oui, déjà, en même temps, pour aller sur le Nürburgring. Moi, pour l'avoir conduit, là, je trouve que c'est un véhicule qui était quand même très agréable à conduire, mais qui manquait peut-être d'isolation dans l'habitacle, un petit peu comme une voiture de rallye. T'entends en garnotte dans les arches de roue. C'est quand même assez cool. Mais là, maintenant qu'on a enlevé cette banquette-là arrière, on est capable d'aller chercher plus de légèreté, comme on dit chez Lotus. Exactement. Et puis, des nouveaux ressorts, nouvelles suspensions, des nouveaux amortisseurs spécifiquement pour la piste. Elle est offerte uniquement avec la boîte manuelle à 6 vitesses. Donc, quand même... on fait quand même un statement là, c'est un véhicule d'enthousiaste. Chez Toyota. C'est clair. Pour ce véhicule-là. Puis souvent, quand on regarde ces véhicules-là, tu le disais en entrée d'émission avant qu'on ouvre les micros, on parle d'une Corolla. Quand tu parles de Corolla, on pense tu penses pas à ça, là. Mais dans l'histoire automobile, quand même, avec la AE86, par exemple, qui était quand même pas une voiture très performante, mais un peu plus agréable à conduire qu'une Corolla. Il y a eu des versions assez rigolotes dans l'histoire de la Corolla, mais... C'est vrai, j'ai l'impression que ça donne, là, c'est vraiment... On va dire dans les 20 dernières années... en Europe et au Japon, il y en a eu, mais ici, on n'y a pas eu droit, effectivement. Mais là, ils ont poussé le bouton à 11, là, c'est vraiment... Puis, tu sais, c'est chez Toyota, on veut conserver cet ADN-là. Gazoo Racing, on veut garder cette division de sport motorisé-là. On est impliqué dans toutes sortes de sports motorisés du côté de chez Toyota qu'on ne parle pas nécessairement souvent, mais il y a beaucoup de développement qui se déroule là. Puis, on veut en profiter pour surfer là-dessus. Puis moi, je trouve ça absolument très cool parce que justement, la Corolla à 4 roues motrices,
écoute, ça peut pas être plate à conduire nécessairement si vous ne l'avez pas essayé. Vaporisateur pour le refroidisseur à air, donc pour garder tout plus froid possible, parce qu'évidemment, j'imagine pour aller chercher les 7 livres-pieds de coupe de plus, on a monté la pression du turbocompresseur, chercher quelques pièces de plus, donc on veut garder ça au frais. Des pneumatiques Michelin Pilote Sport COP 2. Pas des pneumatiques d'hiver pour le cadre motrice, mais des pneumatiques qui collent. Donc, on a également en arrière, si vous avez vu, là, un aileron qui est ajustable là, pour avoir plus d'appui aérodynamique sur le véhicule. J'étais étonné quand même que ce véhicule-là soit commercialisé au Canada. Le communiqué de presse m'est arrivé de Toyota Canada. Puis, ça va arriver là, dans les prochains mois, d'ici la fin là, de l'année. J'ai pas de prix encore pour vous, mais ça va être une Corolla à 80 quelques mille piastres, évidemment. Ouais. Mais on n'a pas parlé de chiffre de production non plus, de production limitée, etc. Mais c'est déjà un collector. Ah, écoute, c'est déjà un achat quand même assez cool, là, de par les améliorations techniques, le fait qu'il n'y a pas de banquette arrière, puis le fait que, ça soit une édition comme ça d'une Corolla. Je pense que selon le prix, il y en a qui vont, en bon français, se garrocher sur ce véhicule-là. On va y aller dans une autre édition limitée. Une autre édition. Ça, c'est une édition limitée pour de vrai. On va parler de combien que le constructeur planifie en produire. Mais si vous vous rappelez, l'an dernier, en septembre, on a dévoilé le Audi Concept C, qui était comme une sportive extraordinairement futuriste, mais qu'on pensait qu'elle allait être un petit peu le retour de la R8. On n'a pas eu droit au retour de la R8 encore. Par contre, on a la Nouveau Larry. C'est absolument fidèle au Concept C comme véhicule. Et non, ce n'est pas animé par une motorisation entièrement électrique, mais bien un V8 biturbo. Écoute, tu l'as dit tantôt, puis quand on le regarde comme ça, la partie arrière, elle te fait penser à quoi? Murcielago. Voilà. Même la photo de devant, tu regardes le traitement de la partie arrière et tu regardes, tu fais, mais en fait... Et puis, dans les portes, la carrosserie assortie, ça fait penser à la R8, en arrière, tout ça, tu sais. Vraiment, vraiment beau comme concept. Tu sais, si on regarde, par exemple, la nouvelle Ferrari versus ça, dans les goûts. Les goûts sont dans la nature, c'est subjectif. On se l'est dit la semaine dernière entre nous autres. Bon, ça, c'est digne de Audi, évidemment. Je reviens à ce que je disais tantôt, ce n'est pas une voiture 100% électrique, mais bien V8 biturbo compressé avec 3 moteurs électriques. Ça vous fait penser un petit peu V8 turbo compressé à une Lamborghini. La motorisation de la Temerario, c'est un peu ça. V8 4 litres. Évidemment, on va chercher 987 chevaux au total avec cette motorisation-là et ces 3 moteurs électriques. 3 moteurs électriques dont 2 sont en avant et 1 est entre la transmission et le bloc en tant que tel. Et qu'est-ce que j'aime à propos de ces moteurs-là? Là, le moteur que vous voyez à l'écran, c'est le moteur de la Temerario. Ce n'est pas celui de la Audi Nouveau Larry. Nouveau Larry, d'ailleurs, qui est le nom de famille d'un célèbre pilote italien. Il faut le mentionner, Taddeo. J'ai pris cette image-là du moteur de la Temerario pour montrer un peu le moteur à flux axial électrique, Axial Flux Motor, dessiné et conçu par YASA. YASA, c'était une petite start-up qui a été rachetée par Mercedes-Benz. Absolument, en 2021. Merci, en 2021. Merci pour ton historique de YASA, parce que c'est une entreprise qui me fascine par le fait qu'elle a été capable de développer un moteur électrique complètement différent de qu'est-ce qu'on connaît, le baril en tant que tel, dont le flux magnétique voyage perpendiculairement à l'axe du moteur, tandis que là, ça voyage parallèlement à l'axe. C'est comme une grosse sandwich là, en tant que tel, avec plusieurs couches. Et puis, ça permet d'avoir une densité, un poids qu'on voit rien. Tu sais, ce moteur-là que vous voyez à l'écran, c'est un des moteurs de la Temerario qui a été apposé 2 à l'avant, 1 en arrière sur la transmission. Ça ne pèse que 17,3 kg. Ça a un diamètre de 30 cm uniquement. Donc, tu sais,
Peut-être pas à bout de bras, là, mais comme de même, là, ça se tient comme moteur. Absolument. Et ça peut développer, pas dans la Temerario ni dans la Nouveau Larry, jusqu'à 1000 chevaux. Là, c'est peak horsepower. On a trouvé des problèmes de refroidissement un petit peu, je pense, chez Yasa pour aller chercher 1000 chevaux. Mais tu sais, jusqu'à 220 livres-pieds de couple là, dans la Nouveau Larry, ce moteur axial-là. Donc, capable de réagir très rapidement, mais surtout d'être très compact et de respecter le langage de design du véhicule, hein, parce que c'est un petit peu ça le problème dans le design de véhicules électriques. La batterie, mais deux aussi, ces moteurs-là, comment qu'on les positionne. Alors, ce moteur-là est d'une densité extraordinaire. Il est dans certains véhicules Ferrari hybrides. Il est également dans certaines participations avec Koenigsegg, là, si je me rappelle bien. Oui. Non, Koenigsegg, si je ne m'abuse, c'est un développement maison. Ouais, il y a le Dark Matter, le moteur Dark Matter qui appelle, mais il y a aussi, je pense, une collaboration. Écoute, peut-être que je me trompe. Évidemment, dans les produits Mercedes aussi, puisque maintenant ça appartient. Oui, évidemment, dans les produits Mercedes, je ne l'ai pas mentionné. La nouvelle AMG GT 4 portes utilise des moteurs Yasa. Qui sont aussi extrêmement compacts. Si je me souviens bien, les moteurs avant font 80 mm d'épaisseur. Écoute, on n'a pas parlé, d'épaisseur, 90 mm. C'est ça. C'est rien, là. C'est rien, là. Tu sais, donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quand on voit ça dans du développement de véhicules. Oui, OK, on va parler de la Nouveau Larry. Le prix, ça va être dans le million de dollars. Mais plus on en fait, plus on teste ces moteurs-là dans leur durabilité, dans leur efficacité, puis surtout dans notre capacité, les ingénieurs ou les ingénieurs des compagnies automobiles, de les refroidir et de leur permettre de faire énormément de puissance pour le poids. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après, les applications en pur électrique sont là. Je veux dire, tu mets deux petits moteurs compacts, même dans une berline compacte ou sous-compacte, tu te retrouves avec 200 chevaux, 300 chevaux comme ça. Et t'as un packaging qui est extrêmement efficace. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les supercars, mais pour nous, down the line, c'est une bonne nouvelle aussi. Ben oui, ça va prendre du temps, mais c'est une bonne nouvelle parce que on parle tout le temps de voitures compactes ou de voitures électriques anormalement grosses. Oui. Ben là, je parlais de langage de design tantôt, de respecter les proportions d'une voiture électrique compacte avec des moteurs qui sont mince comme ça, d'un 30 cm, ça l'ouvre des opportunités, ça ouvre des portes. Là, vous allez me dire, oui, OK, Philippe, on a réglé le problème des moteurs. Maintenant, réglons le problème de la batterie et de l'autonomie. Parce que c'est bien beau, mais le force dans un chose à la fois. Non, mais ça, de toute façon, le problème de la batterie, depuis le début, ça n'a jamais été vraiment les moteurs. Ouais, c'est ça. Le vrai problème est au niveau des batteries. Il y a quand même des progrès qui sont conséquents depuis une dizaine d'années. Donc, je pense qu'on peut avoir espoir. Oui, absolument. Ben, ça passe par ce développement-là et je pense que le développement à l'échelle, si je peux me permettre, de ces composantes-là, même dans le segment des véhicules de grand luxe ou de haute performance, ça finit par arriver chez nous. 499 unités, je pense, pour la Nouveau Larry et probablement environ $1 million, mais là, encore là... Quand on aime, on compte pas. Les gens qui vont... Je pense qu'ils sont probablement tous vendus, let's go, dans la première demi-journée qu'on a dévoilé ça. Non, puis contrairement à certaines supercars qui ont été dévoilées récemment, celle-là, je pense qu'elle a vraiment quelque chose de spécial. Ah, écoute, c'est quelque chose qui va garder sa valeur avec les années. Mais quand on a vu le concept C, justement, on s'est dit, Audi s'en va dans la bonne direction de design. Dans mon souvenir, c'était plus un format proche de la TT. Et là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus gros, dans le même langage stylistique. Ouais. Mais si c'est ça la direction d'Audi qui s'en vient, ça pourrait être assez intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Toujours dans les véhicules dispendieux, la BMW M2. Vient de recevoir ou va recevoir pour l'année modèle 2027. Un petit addon. Un petit addon. Je l'ai dit parce que je suis partagé puis on va en jaser. L'option de la traction intégrale, l'option d'avoir les 4 roues, en fait. Pour la M2, là, propulsion, les puristes de BMW, toujours propulsion. Là, maintenant, on va avoir cette option-là de pouvoir avoir un rouage intégral. Et ça va dans le sens de BMW dernièrement.
avec, par exemple, la M5, qui est hybride, de plus en plus pesante. Je pense qu'on en a parlé, puis on s'est dit, ces véhicules-là deviennent de plus en plus pesants, de plus en plus... Ils s'éloignent de plus en plus de leurs origines, je pense, en termes de sportives. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas performantes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne tiennent pas la route. Beaucoup mieux que des véhicules sur la route. Par exemple, je suis curieux de voir un peu l'opinion des gens à la maison aussi, puis de nos lecteurs du Guide de l'auto, de qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Évidemment, on a 473 chevaux, 443 livres-pieds de couple. Tout ça est envoyé aux roues arrière de manière normale, même avec l'option à traction intégrale. Par contre, quand on détecte de l'antipathie, du patinage, il va y avoir de la puissance qui va être envoyée, du couple qui va être envoyé aux roues avant. Évidemment, c'est un lien mécanique. Alors, on rajoute du poids sur ce véhicule-là qui se veut être un véhicule léger. Je l'ai pas conduit encore. Je peux pas me prononcer. Peut-être qu'on a fait un travail extraordinaire chez BMW. Une autre affaire, pour ceux qui se le demandent, l'option du rouage intégral va être exclusivement disponible avec la boîte automatique, donc pas la boîte manuelle. Ça, c'est une autre affaire qui, pour les puristes... Ouais, mais justement, je te dirais, quand t'es rendu à ces niveaux de puissance, il y a puriste. C'est pas parce que t'es un puriste que t'es capable de maîtriser ce genre de puissance-là. C'est pour ça que je voulais t'entendre sur ce sujet-là, parce que, tu peux dire, je veux de la manuelle, je veux ceci, je veux cela, mais quand t'es rendu à ce niveau de puissance-là, c'est quand même très agréable d'avoir ce genre de soutien. Oui. Et puis, ça rend ta voiture utilisable plus longtemps dans l'année. Oui. Donc, t'es pas obligé de rouler dans un char plate 4-5 mois par année. Moi, je trouve que c'est une option qui est intéressante parce que elle te donne l'opportunité justement de n'avoir quand même la puissance envoyée que aux roues arrière si tu le choisis. Si tu n'avais pas cette option-là, si tu n'avais pas cette capacité-là, je te dirais, OK. C'est comme ça par défaut là, dans le véhicule. Mais tu peux garder cette possibilité-là. Donc, je trouve que c'est un add-on qui est plutôt intéressant. Et c'est pas parce que tu es un puriste que tu as forcément le talent pour maîtriser 470 chevaux. Puis aussi, BMW le voit d'une manière commerciale. Là. Je veux une M2, je veux pas me faire dans le trafic, là, dans la circulation avec une boîte manuelle. Je veux pouvoir utiliser ce véhicule-là toute l'année, etc. Donc, c'est généralisé, on le voit. Mais il y a quelques semaines de ça, toi puis moi, on parlait de la CT5V Blackwing, on faisait un parallèle entre les sportives allemandes et la CTS qui avait eu beaucoup de difficultés à suivre. Et là, maintenant, je trouve que les sportives allemandes s'en vont de plus en plus vers les commodités et le rouage intégral et comme ça. Et puis la CT5V Blackwing, propulsion, boîte manuelle, 665 forces, pas contrôlable par le commun des mortels. Hey, c'est une sportive allemande, là, ça. Là, mais je pense que le marché s'en va là de toute façon. Aujourd'hui, tu peux pratiquement mettre pas en toutes les mains, mais tu peux mettre un char de 600 chevaux presque entre toutes les mains, avec toutes les assistances. Avec toutes les assistances. Donc, la puissance, c'est un truc, je pense que de toute façon, j'espère que ce 4 roues motrices n'enlève pas grand-chose. Oui, ça rajoute du poids, mais ça n'enlève pas grand-chose à l'agilité du châssis. Je pense que... Non, c'est vraiment le poids, là, essentiellement. À mon avis, le surpoids doit être quand même assez raisonnable. Ouais. J'ai hâte de voir c'est quoi, parce que j'ai pas les spécifications techniques, mais peut-être qu'on va les recevoir. Puis surtout, qu'est-ce que ça va donner sur la route. Petite note sur Ineos. Oui. Le Grenadier, on connaît ce véhicule-là, le Ineos Grenadier, on l'a essayé au Guide de l'auto. Un véhicule de robuste de chez robuste, là, on va se le dire. Un camion qui est inspiré un peu de Land Rover, si on veut. Pas un peu. Basé sur pratiquement... Non, le patron d'Ineos, c'est un maniaque de Land Rover. C'est lui qui possède le tout premier Land Rover de l'histoire. Ah, c'est vrai? Ah ouais, hein? Il l'a retrouvé, il l'a fait refaire à prix d'or. Et non, lui, c'est un maniaque de Land Rover. Et c'est pour ça, quand il a vu le nouveau Defender, il a dit, en fait, là, il y a peut-être un truc à faire. Moi, je veux quelque chose d'un petit peu plus rustique, on va dire. Oui. Et qui respecte un petit peu plus tu rentres dans un Grenadier, là, c'est à l'intérieur, les commandes manuelles, les leviers, tout est analogique. C'est vraiment comme un blast from the past, mais avec un moteur BMW là, qui
qui a quand même une modernité, une certaine modernité. Pas le choix si tu veux passer les normes de pollution et choses comme ça, mais ça reste un moteur fiable. Et en fait, le véhicule est vraiment pensé pour la fiabilité, pour travailler. C'est pas un engin pour aller se pavaner sur les rues branchées du centre-ville, quoi. Évidemment. Pour ceux qui désiraient faire l'acquisition d'un Ineos Grenadier et qui pensaient un peu, étaient hésitants un petit peu parce que justement, ce véhicule-là, il y avait juste un concessionnaire, je pense, à Toronto, puis un à Vancouver, là, deux dans la région de Toronto. Deux dans la région de Toronto. Mais là, maintenant, H. Grégoire s'est établi, en fait, comme distributeur exclusif au Québec pour Ineos. Donc, on va avoir non seulement le Grenadier, capable de voir l'entretien, le service, etc., puis aller voir ces véhicules-là, mais aussi les autres véhicules de Ineos qui vont débarquer, parce qu'on a parlé de certaines déclinaisons du Grenadier. Grenadier dont Magnaster fournit des pièces. Magnaster qui a une usine à Graz en Autriche, qui assemble des véhicules comme la Classe G, par exemple, de Mercedes, qui est le même genre de client, si on veut, que le Grenadier, mais aussi qui a assemblé toutes sortes d'autres véhicules comme le C'est marrant parce qu'en fait, l'usine Ineos qui fabrique des gros camions, ces gros camions-là sont fabriqués dans la première usine Smart en France. Donc, c'est pas le même format. Là. Non. C'était une usine que j'ai eu la chance de visiter, qui a été construite pour fabriquer des Smart. Puis maintenant que c'est délocalisé en Chine, Ineos a racheté le site. Oui, évidemment. Fait que Ineos s'approvisionne de pièces de châssis, de pièces de composantes de la part de Magnaster, mais c'est quand même une usine ou une entreprise, d'ailleurs, qui est comme une division là, d'une entreprise canadienne, le Magna, qui est très connue là, dans les fournitures de pièces automobiles pour toutes sortes de constructeurs. Mais quand même, en tout cas, très, très bien, bien pour les futurs propriétaires de Ineos Grenadier. Je veux dire, moi, je considère que c'est un véhicule qui est intéressant, qui a du mérite, qui a une place sur le marché. Et c'est vrai que n'avoir aucun distributeur au Québec, ça calme beaucoup. Je veux dire, faire l'achat, l'entretien, c'est quand même juste même le processus d'achat. C'était quand même très compliqué de se rendre à Toronto juste pour acheter un véhicule. C'est un peu dommage. Puis aller faire le service de ces composantes-là. Donc là, pour le moment, il y a un premier site, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour poursuivre avec les véhicules électriques chinois, en fait, chinois-suédois, Polestar, c'est le retour de la Polestar 2. On l'avait annoncé, on l'avait prédit quand on a annoncé le retour ou la permission du gouvernement allouée aux constructeurs, aux véhicules électriques assemblés en Chine. Parce que on alloue un certain montant, 49 000 par année, avec un taux préférentiel pour la tarification douanière. Et puis, on énumérait les premiers constructeurs qui allaient arriver. Ça allait pas être BYD, Zeekr, etc. Ça allait être des constructeurs qui font déjà des véhicules en Chine, c'est-à-dire Polestar et Tesla. Et qui ont déjà un réseau chez nous. Exactement. Donc, la Polestar 2, la berline Polestar 2 entièrement électrique, fait un retour. C'est pas la Polestar 2 avec un seul moteur, plus abordable. Là, c'est celle avec le double moteur, la configuration double moteur, 416 chevaux et 546 livres-pieds de couple. La même autonomie qu'on avait, là, je pense que c'est 417 km qu'on avait d'autonomie dans ce véhicule-là. Un véhicule que moi, j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup aimé conduire ce véhicule-là parce que c'est différent. C'est un format berline. On peut débattre sur la partie arrière qui est un petit peu plus élevée, là, mais quand même, format berline, format un look scandinave. Évidemment, assemblé en Chine parce que Geely est propriétaire à 80% du constructeur Volvo. Donc, on assemble ces véhicules-là, pas juste ce véhicule-là. Mais là, maintenant, on va continuer, on va pouvoir les importer au Canada parce que justement, on avait arrêté à cause de la tarification qui était une surtaxe de 100%. Et ce qui m'amène à jaser de tout ce qui se passe en ce moment avec l'importation des véhicules électriques chinois. Parce que, tranquillement pas vite, on parle des lobbyistes qui commencent à s'installer, par exemple, du côté des grands constructeurs comme BYD, Chery, Zeekr, etc. On a des grands plans
de s'établir avec des concessions, un modèle traditionnel de vente automobile avec des concessionnaires, avec peut-être des partenaires même pour faire certaines ventes ou combler là, les ventes qui vont être allouées aux constructeurs chinois. Mais on a plusieurs clochettes d'alarme qui sonnent non seulement du côté américain, mais également du côté canadien au sujet de la confidentialité des données qui sont enregistrées ou captées par les véhicules chinois, de par le fait que ces compagnies-là, certaines de ces entreprises-là sont très, très proches du régime gouvernemental en Chine. Je pense à Chery, par exemple, qui est très près. Geely, ça ne l'est pas nécessairement, mais encore là, les structures là-bas, c'est pas comme ici. Exactement. Donc, on a, du côté, par exemple, du gouvernement, on a émis certaines inquiétudes du côté du gouvernement américain en proposant même des projets de loi. La semaine dernière, 2 projets de loi qui ont été proposés pour non seulement empêcher certains véhicules d'être assemblés aux États-Unis ou d'être importés aux États-Unis et vendus, et même des véhicules d'entrée aux États-Unis. Ouais. Ne serait-ce que pour une journée, là, parce que justement, ces véhicules-là, ils captent des données, ils renvoient des données over the air. C'est pas des affaires qu'on connaît pas. Vos téléphones le font, là. Tu sais, les téléphones cellulaires. C'est toute une sortie médiatique pour parler de quelque chose qui existe déjà, mais parce que les entreprises chinoises sont impliquées, ben là, on en parle de cette manière-là. Regarde, c'est un sujet qui est très, très compliqué. Ouais. Le problème que j'ai avec ça, c'est est-ce que quand Tesla filme à l'intérieur de ta voiture, et il y a eu des scandales où les employés de Tesla se moquaient exactement. des conducteurs, etc. En quoi c'est mieux que Elon Musk ait accès à toutes tes données personnelles et puisse te filmer à l'intérieur de ta voiture que le gouvernement chinois? Ben, ça, c'est une question qui est très intéressante. Je dis Elon Musk, ça serait n'importe qui d'autre, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec Tesla. Bon, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Et c'est une entreprise, Tesla, qui est très près du gouvernement américain, évidemment. Alors, ou pas, c'est selon les moments. Ou pas, c'est selon les moments. Mais si on compare les deux, tu sais, je veux dire, je me rappelle pas que la Chine, elle insiste sur annexer le Canada toutes les semaines, là. Tu sais, le gouvernement américain. Par exemple. On l'entend parler toutes les semaines. Donc, c'est qui est plus dangereux là-dedans dans la collecte de données? C'est vraiment intéressant comme point. Donc, en fait, le problème, c'est la collecte de données en lui-même. Et ensuite, si tu veux, ces données-là, soit elles sont utilisées par le constructeur, soit elles sont vendues à des brokers à l'extérieur. Ces brokers, ils appartiennent à qui? Ils sont liés à qui? Ouais, honnêtement, je le sais pas, mais je veux dire, on sait qu'il y a des brokers qui ensuite revendent nos informations, etc. Ça, on va en parler de ça. Et ils appartiennent à qui, ces gens-là? Ouais. Quel gouvernement est proche ou pas? Ouais. Donc là encore, c'est pas tant la question, selon moi, mais regarde, toi, t'as étudié le sujet un peu plus. C'est pas tant la question que le gouvernement chinois puisse faire de la collecte de données, c'est le problème de la collecte de données à la base. Oui, exactement, parce que je reviens souvent à cette étude-là, puis je pense qu'on en a parlé, toi puis moi, c'était une étude qui a été faite par la Fondation Mozilla, une division de la Fondation qui s'appelle Privacy Not Included. Puis Privacy Not Included, en 2023, a évalué toutes sortes de systèmes par exemple, les Alexa, les trucs, les thermostats pour la maison, les montres intelligentes, et également les automobiles. Plus précisément, je pense que c'est une 12 ou 13 constructeurs automobiles qui ont été évalués, et pas seulement le véhicule lui-même, mais la politique de confidentialité des données qui est publiée sur les sites Internet de ces constructeurs-là. Et dans la majorité des cas, on a trouvé que les constructeurs collectaient beaucoup plus de données qu'ils en avaient besoin. Je te donne un exemple. Des identités, orientation sexuelle, sur le site là, de Kia, Nissan, etc., affiliation politique, collecter ces données-là avec les systèmes, par exemple, applications sur le téléphone, le système d'infodivertissement, les données qu'on entre dans la navigation, etc. Les véhicules ont une capacité maintenant extraordinaire de traiter ces données-là et d'arriver à des conclusions pour créer un produit qui se vend sur le marché à des parties tierces. Alors, les parties tierces, je vais te donner un exemple. LexisNexis, qui est une entreprise, qui est un agrégateur de données, qui vend ces données-là
à des compagnies d'assurance pour que les compagnies d'assurance évaluent certains conducteurs et ajustent leurs primes en conséquence. Et il y a quelque chose en cours qui s'est passé dans les dernières années. Un conducteur qui avait, chez General Motors, qui avait un véhicule équipé de OnStar, et puis à un moment donné, ses primes ont augmenté de 21% du jour au lendemain. Et on a voulu évaluer pourquoi le conducteur a fait sa propre étude, sa propre enquête, et on s'est rendu compte que l'entreprise partie tierce, LexisNexis, avait recueilil plus de 130 pages de données sur 6 mois sur ses déplacements et avait conclu que ce n'était pas un bon conducteur et avait ajusté sa prime en conséquence. Là, là, je parle pas, on parle pas en Chine, là. On parle pas en ailleurs. On parle pas en Russie. Voilà, on revient au problème de base, là. En Amérique du Nord. Donc, c'est George Orwell, c'est 1984. Exactement. Là. Alors, et en plus, on a signé pour, là. Oui, agree all, parce que qu'est-ce qui arrivait souvent, et dans cette étude-là, maintenant, il y a beaucoup de constructeurs, il faut que je souligne qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont ajusté le tir à propos de leur politique de confidentialité, parce que justement, strictement à cause de cette étude-là. Si je parle de ce cas-là, spécifiquement avec General Motors, les autorités gouvernementales ont sanctionné General Motors et General Motors n'a plus le droit de vendre pour 5 ans de données à des parties tierces comme une punition. Après 5 ans, il va avoir le droit, mais les instances de gouvernement à ce temps-là et pour toutes les dernières années que les véhicules ont collecté des données n'étaient pas assez informés sur comment et la quantité et la qualité et comment on était capable de traiter ces données-là dans ces véhicules-là. Évidemment, il y a eu, justement, des changements sur les politiques de confidentialité. Mais le problème, c'est que certains véhicules, sous prétexte de la sécurité des occupants, là, maintenant, on bypass. Parce qu'on se dit, on veut le gouvernement américain veut installer des dispositifs pour évaluer l'état du conducteur avant qu'il prenne son véhicule et ça peut peut-être devenir obligatoire. Par exemple, j'ai pris 4-5 bières, j'embarque dans mon véhicule, le véhicule pourrait voir mes pupilles, mes données biométriques, faire des calculs et dire « Hey, je démarre pas parce que je te laisse pas conduire avec ton char ». Sur le volet sécurité, c'est super cool. C'est vraiment hot. Tu te dis, il n'y a plus besoin, on n'aura plus de conducteurs chauds sur la route. Ouais. Par contre, le constructeur, qui peut être Tesla, qui peut être Geely, qui peut être Huawei, qui peut être n'importe qui, peut dire, j'ai besoin d'un certain nombre de données biométriques et de les renvoyer à la maison mère pour les traiter sous prétexte de la sécurité. Je pense que les autorités vont dire, la sécurité, c'est correct, on va laisser partir avec ça. Il y a toutes sortes de façons, de manière législative, de contourner, je pense. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, cette histoire sur les véhicules chinois, par exemple, une des choses qui est dite, c'est oui, mais il pourrait relever des données GPS proches de sites sensibles, etc. Mais attends, ça fait 50 ans qu'il y a des satellites espions qui ont exactement. Je veux dire, il y a ça va bien plus proche. Il y a n'importe quel satellite espion depuis plus de 50 ans à récupérer plus de données et d'informations que juste une simple position GPS ou une petite caméra de rien du tout. Il y a quand même une volonté de protectionnisme derrière et de dire les Chinois, c'est les méchants. Bon, moi, je suis pas particulièrement pro-chinois, mais je veux dire, le problème, c'est encore une fois, si Tesla le fait, c'est gentil. Si les Chinois le font, sont méchants. Mais en fait, c'est tes données, c'est ta vie à toi. Et l'exemple que tu donnais de dire, par exemple, on va empêcher la voiture de démarrer, mais après, on va t'envoyer une amende automatiquement. Ou ton assureur. Va dire, t'as essayé de conduire sous, on va te charger pas plus. Fiable, puis etc. Mais c'est imagine ton assurance vie, par exemple. Si c'est le même assureur, on va dire, lui, il boit souvent. On va le charger. Mais je veux dire, ça devient fou, là. Exactement. Ça devient complètement fou. Il y a eu aussi une loi que je veux parler par là, qu'on a peut-être oublié, de 2024. Là, ça date de l'administration Biden, mais ça a été mis en place par l'administration Trump aux États-Unis. C'est qu'on voulait bannir les logiciels chinois des véhicules à partir de 2027 et à partir de 2030, le hardware, c'est-à-dire les dispositifs comme le modem, par exemple, qui envoie et qui reçoit les et il n'y avait pas juste chinois là-dedans, il y avait russe également parce que c'est une menace pour la sécurité nationale. Et puis, maintenant, on a un constructeur comme Volvo, par exemple,
qui a, le mois dernier, a eu une exemption à cette loi-là. Pourquoi tu penses? Parce qu'ils ont investi dans leur usine dans Caroline du Sud. C'est un levier commercial extraordinaire. Mais c'est ça. En fait, tu dis cette peur de sécurité-là. La sécurité de l'État, bon, elle est tout à fait d'accord. Mais pas pour lui, mais pas pour lui, mais pas pour lui. Attends, on est où là? Ça s'appelle une passoire. Ben, c'est quand tu veux de la sécurité de l'État, levier de négociation. Un levier de négociation. C'est là où tu te dis ça marche pas. Et de toute façon, si tu veux même interdire le hardware chinois, par exemple, je veux dire, la Chine aujourd'hui fabrique je sais pas combien de pourcents des composants dans le monde. Tu pourras juste pas faire rentrer des voitures sur le territoire. Exactement. Toutes les voitures, vont être plus ou moins des semi-conducteurs chinois. Et si on essaie de s'approvisionner ailleurs, ben, ça va augmenter le prix, etc. Et on sera plus compétitif. On a, avec toutes ces histoires de données, on a créé un monstre et c'est un problème que je considère insolvable. Ouais. L'interprétation c'est insolvable. En fait, à un moment, tout est bon, tout est côté. Et en fait, il va falloir que ça pète très très fort pour que y ait des vraies législations qui soient faites et que peut-être qu'il y ait certains gouvernements qui disent qu'il faudrait peut-être qu'on reparte un petit peu en arrière. Une petite lueur d'espoir, une étude que je lisais tout dernièrement qui disait que dans la dernière année 2025-2026, l'intérêt pour la collecte de données des constructeurs automobiles pour les données personnelles était de moins en moins bonne parce que c'était pas assez payant. Parce que l'offre est tellement bonne sur le marché de ces données-là, avec les montres intelligentes, avec tous les autres dispositifs qui deviennent plus intelligents, et les réseaux sociaux, et etc., etc., etc. Donc, les agrégateurs de données sont comme, ouais, on va te payer, mais pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Alors, on pensait que ça allait être un marché dans l'automobile de 100 milliards de dollars en 2030. Le pronostic, maintenant, les prévisions sont pas mal moins hautes que ça, parce que justement, les constructeurs, ils disent, hey, premièrement, on va se faire pogner parce que ça n'a pas d'allure, comme justement GM avec OnStar a eu un problème. On risque des problèmes légaux. Puis aussi, on peut se concentrer sur collecter des données pour avoir des véhicules autonomes à la place de se concentrer sur des données pour vendre à des compagnies d'assurance. Ce qui me paraît être un bien meilleur business model. Mettons qu'on concentre pas ces genres. Automobile, je vous le rappelle. Exactement. Mais encore là, je suis certain qu'il y a une possibilité d'avoir le hardware ici, c'est-à-dire la voiture, les roues, le moteur, etc., et les données, la collecte de données, mais qui peut également rester ici chez nous. Même si c'est un véhicule qui est assemblé en Chine, on peut avoir avec les centres de données maintenant, on peut avoir un oversight. J'utilise un terme anglophone, mais un regard, ça se peut. C'est possible techniquement. Est-ce qu'on va le faire, les gouvernements? Non, parce que le levier est juste trop important. Mais regarde, là, c'est un peu de la parano, mais est-ce que, par exemple, le constructeur ne pourrait pas mettre un Trojan Horse quelque part et faire de la collecte de données de façon insidieuse, etc. Je veux dire, on le voit on le voit déjà avec les téléphones, donc de toute façon, il y a malheureusement pas de solution idéale, je pense, à tout ça. Une longue discussion qui a qui a des tentacules technologiques, politiques, etc., et personnels surtout, mais moi, ça me passionne. Mais tout pour dire que on n'a pas fini avec ces histoires-là. On va enchaîner après la pause. Hugues, tu vas nous parler de ta chronique rétro avec des grosses voitures Chrysler. Qui ne font pas de collecte de données. Qui ne collectaient pas vos données, qui s'en foutent un peu de qu'est-ce que vous faites durant votre journée. Merci, revenez après la pause. Le guide de l'auto. Hugues, aujourd'hui, on s'en va dans les bateaux, mais pas ceux qui flottent. Hein? Non. Les Chrysler pleine grandeur. Quoique ceux-là, ils ont coulé. Ah ouais. de manière figurée, on va se dire. Chrysler pleine grandeur, 1979 à 1981. Après le désastre des Dodge Aspen et Plymouth Volare en 1976, le renouvellement des modèles pleine grandeur était crucial pour Chrysler. Malheureusement, les Chrysler Newport et New Yorker, les Dodge Saint-Régis et Plymouth Grand Fury de 1979 à 1981 vont s'avérer être les mauvaises voitures au mauvais moment. Parle-nous là, un peu du contexte. Dans quelle situation se trouve Chrysler quand ces voitures-là sont arrivées? Ah, Chrysler. C'est haut, très haut, c'est bas, très bas. L'histoire de la compagnie est une véritable montagne russe. À la fin des années 60, l'entreprise est sur un
haut. Son président, Lynn Townsend, arrivé à la tête de Chrysler en 1962, a mené une politique d'achat et d'expansion à l'international qui s'est montrée payante. Mais au début des années 70, le vent tourne. Arrêt des véhicules de performance, nouvelles normes de pollution, augmentation des tarifs d'assurance, et certaines des politiques instituées par Townsend se révèlent extrêmement toxiques pour Chrysler, notamment les banques du véhicule permettant de faire tourner les usines, mais au prix de très gros rabais. Le lancement des nouveaux modèles pleine grandeur au millésime 74 coïncide avec le premier choc pétrolier en octobre 1973. Les autos ne trouvent pas leur public. Très vite, les caisses se vident et les bilans virent au rouge. Lynn Townsend décide par lui-même de quitter la compagnie en 1975. Il sera remplacé par John Ricciardo. Avant d'aller plus loin aussi, il faudrait expliquer c'est quoi la nomenclature un peu là, des châssis chez Chrysler. Ouais, parce que là, c'est quand même compliqué. Donc voici ce qu'offre Chrysler autour des millésimes 1977 à 1979, et ce sont toutes des propulsions. Il y a les C-Body. Ce sont les modèles pleine grandeur introduits en 1974, reposant sur un empattement variant de 121,5 à 124 pouces. Ensuite, il y a les B-Body. Ce sont les modèles intermédiaires. Le dernier rafraîchissement de cette plateforme remonte à 1971 et les empattements varient de 115 à 117,5 pouces. Ensuite, il y a les F-Body. Là, ce sont les modèles compacts qui correspondent aux Dodge Aspen et Plymouth Volare, les tout nouveaux modèles lancés en 1976. Les empattements varient de 108,7 à 112,7 pouces. Viennent les M-Body, qui sont une variante plus luxueuse des châssis F-Body, utilisés à partir de 1977, et tous les modèles reposent sur un empattement de 112,7 pouces. Et enfin, les Air-Body, qui sont les tout nouveaux modèles pleine grandeur qui remplacent les C-Body à partir du millésime 79 et qui font donc l'objet de cette capsule. Les modèles pleine grandeur C-Body vont donc languir sur les stationnements des concessions, à tel point qu'ils seront supprimés à la fin du millésime 77 chez Plymouth et Dodge, mais pas chez Chrysler où ils vont durer 1 an de plus. Pour 1978, ce sont les modèles intermédiaires sur base de B-Body qui occupent le haut du panier chez Dodge, la Monaco, et chez Plymouth, la Fury. La première crise du pétrole a mis tous les constructeurs en alerte et l'économie d'essence est devenue le sujet numéro 1 de conversation à Détroit. La meilleure façon d'y arriver est logiquement de diminuer la taille et le poids des autos. General Motors est le premier à démarrer un plan de réduction, le downsizing de ces modèles pleine grandeur. La décision avait été en fait prise plusieurs mois avant les événements d'octobre 73 et en fait cette décision ne va être en somme qu'entériner les choix de la direction de GM. Les nouveaux modèles sont introduits au millésime 77 pour les 5 divisions de GM. Initialement, Ford et Chrysler vont se montrer plus rétifs et veulent attendre un petit peu, histoire de jauger où va le marché. Ford choisira finalement de se jeter dans la bataille et développera une toute nouvelle plateforme. Les modèles reposant sur la plateforme Panther sont dévoilés en 1979, la Ford LTD et la Mercury Marquis, et en 1980, la Lincoln Continental. Pour Chrysler, c'est plus compliqué parce que les caisses sont vides. Et là, on va devoir faire avec les moyens du bord à ce moment-là. Et oui, tout à fait. Alors, au lieu de développer un tout nouveau châssis, la direction décide d'utiliser le B-Body existant des intermédiaires dont les entrailles remontent à 1962. Ces modèles font appel à une construction monocoque avec des suspensions à barre de torsion à l'avant et un essieu rigide à l'arrière monté sur des ressorts à lame. Les dimensions sont un peu étirées pour en faire une pleine grandeur au goût du jour et le tout est donc renommé Airbody. Mais certaines cotes, notamment les voies avant et arrière, trahissent les origines du châssis. Cette réduction des dimensions n'entraîne pas une baisse notable de l'habitabilité et les Airbody seront régulièrement appréciés sur cet aspect. Le volume du coffre est également en hausse. Les ingénieurs vont instaurer des mesures assez drastiques de diminution du poids. Par exemple, une Dodge Royal Monaco de 1977 pèse 1873 kg, alors qu'une Dodge Regis de 1979 à moteur V8 pèse 1653 kg, soit 220 kg de moins. Mais certaines mesures vont s'avérer un peu trop drastiques, comme nous allons le voir plus loin. L'autre avantage de la réduction de poids, c'est que l'on peut installer des moteurs plus petits. Pour la première fois depuis 1955, un 6 cylindres en ligne est disponible sur une Chrysler pleine grandeur. Le 6 cylindres était disponible chez Dodge et Plymouth selon les années. Il s'agit du classique Slant 6 ou le 6 penché, un moteur de 225 pouces cubes, fiable, connu, mais pas très puissant puisqu'il délivre 110 chevaux. Suivent les habituels V8 de 318 pouces cubes, 5,2 litres, version carburateur de corps de 135 chevaux et les 360 pouces cubes, le 5 litres 9, 150 chevaux en version carburateur de corps et 195 chevaux avec un carburateur 4 corps. Et tous ces moteurs sont proposés dans différentes configurations, 49 États, Californie et haute altitude et Canada.
Les traditionnels 400 pouces cubes, 6,6 litres, et 440 pouces cubes, 7,2 litres, jugés trop énergivores, disparaissent de la gamme de véhicules particuliers. Les lignes classiques mais élégantes des nouveaux Airbody sont réalisées par les équipes de Richard G. McAdam, qui a succédé à Elwood Engel à la tête du design de la société en 1973. McAdam sera poussé vers la sortie en 1980 après l'arrivée de Lee Iacocca à la direction de Chrysler en 1978 et sera remplacé par Don De La Rosa. Mais c'est tout de même sous la direction de McAdam que seront dessinés les K-Car, les modèles qui vont sauver Chrysler au début des années 80. Si la direction choisit de réduire ces véhicules, elle souhaite cependant conserver une allure de voiture pleine grandeur et demande aux designers d'aller dans ce sens. Et de toute façon, le châssis B de Chrysler a déjà un empattement plus long que les Ford et Chevrolet de 1979. Au final, les Airbody feront entre 20 et 30 cm de plus que leurs concurrentes américaines, ce qui va s'avérer désastreux en termes de timing. Malgré des poches vides, Chrysler investit significativement dans l'usine de Lynch Road, à Détroit, qui sera la seule à fabriquer les Airbody. Ouverte en 1928, elle va bénéficier d'une modernisation importante, y compris l'installation de 14 robots de soudage. Et pourtant, les autos qui sortiront du site auront de nombreux problèmes de qualité, plusieurs employés préférant faire le party ou même carrément saboter leur travail. Avec ces conditions affreuses, la direction de Chrysler n'hésitera pas à fermer l'usine à l'arrêt de la production des Airbody. Et là, les nouvelles pleines grandeurs vont arriver pour le millésime 1979. Tous les produits Chrysler de l'année modèle 79 sont lancés le 5 octobre 1978. Les premiers modèles R-Body sont la Dodge Saint-Régis, mais pas au Canada, où elle n'arrivera qu'en 1980, la Chrysler Newport et la Chrysler New Yorker, la plus huppée des trois. Plymouth n'a pas droit à de modèles pleine grandeur. À ce moment-là, la gamme Plymouth en 79 est une véritable misère, se limitant aux horizons et aux Volare. Contrairement à Ford et Chevrolet, il n'y a pas de variante familiale ou coupée, Chrysler n'ayant pas eu les moyens de développer ses carrosseries. Paradoxalement, c'est la Newport qui est la moins chère des trois, et c'est ce modèle qui sera mis de l'avant pour les ventes aux flottes, principalement à la police qui appréciera son espace intérieur et sa tenue de route. Ah ouais. Et c'est d'ailleurs là que la Newport sera majoritairement écoulée, et c'est pour cela que vous pouvez l'apercevoir dans de nombreuses séries télé des années 80, notamment T.J. Hooker avec William Shatner. Les trois modèles se distinguent légèrement à l'extérieur. La Newport adopte une calandre classique à motif rectangulaire et 4 phares carrés. La Saint-Régis bénéficie d'une calandre à rectangle fin et de cache-phares vitrés rétractables, semblables à ceux de la Dodge Magnum coupée. Enfin, une calandre à ligne verticale et des cache-phares couleur carrosserie ornent la New Yorker. Il existe bien sûr des différences au niveau de la liste d'équipements. La plus importante est que la New Yorker n'a pas, logiquement, droit aux 6 cylindres en ligne. Les Newport et Saint-Régis bénéficient d'équipements similaires. Direction des freins assistés, freins à disque à l'avant, barre anti-roulé avant, transmission automatique TorqueFlite à 3 rapports. Mais pour obtenir la climatisation, le régulateur de vitesse, l'essieu arrière glissement limité, le toit ouvrant, la radio, le volant inclinable, les vitres électriques, le verrouillage central, le toit vinyle ou différents éléments décoratifs, il faut mettre la main à la poche. Un ensemble remorquage comprend le V8 360 pouces cubes avec un radiateur à haute capacité, des suspensions renforcées, une batterie de 500 ampères, un alternateur plus puissant, des roues plus larges et des refroidisseurs d'huile de direction et de transmission. Un ensemble open road disponible pour les V8 inclut des suspensions renforcées, barres de torsion, ressorts et amortisseurs, des roues plus larges et une direction assistée plus ferme. Cet ensemble sera monté d'office sur les véhicules de police. La New Yorker vient de série avec le toit vinyle avec vitre opéra, cette petite vitre arrière sur l'arrière de la porte, un bandeau d'éclairage arrière sur toute la longueur, les vitres teintées, une horloge numérique, les vitres électriques et des finitions plus flatteuses. Comme sur les Newport et Saint-Régis, de nombreux équipements sont en option, y compris le cuir. Pour les clients les plus exigeants, un ensemble Fifth Avenue est proposé et comprend une peinture 2 tons champagne exclusif avec toit vinyle assorti, des enjoliveurs à rayons, un intérieur en cuir champagne, un fini faux bois unique, une moquette plus épaisse et l'ensemble éclairage. Dans son essai des Newport et New Yorker de l'édition 79, le guide de l'auto recommande le 318 pouces cubes au 225 pouces cubes et estimant que le 360 n'est pas, je cite, indispensable. L'ensemble Open Road est également préconisé. Parmi les points forts des autos, on retrouve les sièges, l'ergonomie, le silence de roulement, l'amélioration du comportement routier et du freinage par rapport au modèle 78. La direction est par contre jugée imprécise et le sous-virage trop prononcé. Mais la conclusion de l'essai est sans appel. La Ford LTD, présentée la même année, apparaît comme, je cite, plus moderne et mieux conçue.
Donc, l'ensemble Open Road, c'était comme la Police Pack. Là, si ça fait par... ça faisait le Police Pack comprend l'Open Road. Je comprends. Mais là, les Chrysler pleine grandeur vont se retrouver en quelque sorte dans une tempête parfaite. Alors, malheureusement, oui. Et les événements en Iran en janvier 79, 3 mois après le lancement des hardbody, vont entraîner un second choc pétrolier au printemps. Comme en 1973, Chrysler fait preuve d'un timing horrible. Tout d'un coup, être la plus longue des modèles pleine grandeur américains n'est plus un avantage. Et puis, il y a les problèmes de qualité. En voulant réduire le poids, les ingénieurs ont installé des pièces trop faibles à de nombreux endroits. Même le levier de vitesse à la colonne pouvait casser. Aïe! Tout comme le commodo de clignotant. On rapporte des problèmes au niveau des pare-chocs, de l'électricité, de l'étanchéité à la pluie, des portes qui ferment mal, des plastiques intérieurs fragiles, la peinture mal finie. Vous vous souvenez un peu de l'ambiance qui régnait à l'usine. Ouais. Évidemment, les premiers acheteurs vont rapidement faire passer le mot. Pourtant, les ventes se portent initialement plutôt bien, notamment grâce aux flottes où Chrysler est bien placé. La compagnie produit 138 974 exemplaires pour 1979. Mais les chiffres vont considérablement baisser les années suivantes, comme chez la concurrence, mais Chrysler sera plus fortement impacté. 49 648 exemplaires en 1980 et seulement 23 277 exemplaires en 1981, la moitié. Soit une baisse de 83,3% en seulement 2 ans. Cela représente un total de 211 899 exemplaires en 3 millésimes. Pour référence, Ford a écoulé 611 713 LTD et Chevrolet 1 044 878 Impala et Caprice classiques sur la même période. Oh, wow. Il va y avoir quelques évolutions là, à travers les modèles. Suite à la demande des concessionnaires Plymouth, principalement pour réaliser les ventes de flotte, le modèle Grand Fury est ajouté pour 1980, y compris au Canada. Il comprend la calandre de la Newport et se distingue par une version S particulièrement peu équipée. Pour ce millésime, les choix de couleurs sont modifiés. La Fifth Avenue reçoit une nouvelle couleur, Black Walnut, et la colonne de direction ajustable. La New Yorker obtient la climatisation de série et la Saint-Régis bénéficie d'un nouvel ensemble Touring très rare. Les puissances des moteurs baissent et une nouvelle version à carburateur 4 corps du 318 pouces cubes est ajoutée pour 160 chevaux. Le changement le plus important du millésime 81 est la disparition du 360 pouces cubes. Le 6 cylindres voit sa puissance baisser à 95 chevaux alors que le 318 reprend un peu de vigueur. 145 chevaux en version 2 corps et 170 chevaux en version 4 corps. Les grilles avant des modèles Chrysler sont revues, petit carré pour la Newport qui se distingue enfin de la Grand Fury, fine lane horizontale pour la New Yorker. Les équipements de base sont enrichis et la Fifth Avenue reçoit un nouvel ensemble Carriage Roof qui vient avec un cerclage chromé du toit vinyle et un équipement presque complet. Mais le monde là, chez Chrysler, c'est essentiellement que ça va être la dernière année là, de la hardbody. Oui, tout à fait, parce que Lee Iacocca, arrivé à la tête de Chrysler en novembre 78, a dû passer devant le Congrès américain pour négocier un prêt garanti de 1,5 milliard de dollars. Il doit couper partout pour rendre la compagnie de nouveau profitable. Il pousse pour réaliser le virage vers la traction avant avec la plateforme L, les Dodge Omni, Plymouth Horizon et dérivés, et la fameuse plateforme K, les Dodge Arias, Plymouth Orion et ses dérivés. Dans ce contexte, il ne veut plus entendre parler des hardbody et à partir de 1982, le rôle des modèles haut de gamme sera tenu par les M-Body sur un empattement de 112,7 pouces. Ce sera les Chrysler New Yorker, Dodge Diplomat et Plymouth Grand Fury. Ce sera une bonne décision pour la compagnie puisque ces modèles se vendront plutôt bien jusqu'en 1989, soit bien plus tard que les plans initiaux. D'ailleurs, les derniers véhicules de cette gamme seront fabriqués chez AMC et ces produits s'avéreront très rentables tout au long des années 80. Mal planifiées, mal conçues, mal construites, les hardbody n'ont pas laissé de souvenirs impérissables, mais elles ont comme un petit parfum de nostalgie, notamment grâce à leur forte présence à l'écran dans la première moitié des années 80. C'est d'ailleurs probablement leur plus grand titre de gloire. Wow! Écoute, quand tu parlais au début que Chrysler a des hauts, des bas, des hauts, des bas, en ce moment... ça continue! Ça continue, alors... Ça n'arrête jamais. Le haut va arriver essentiellement, puis on va s'en sortir des mini-fourgonnettes, puis faire d'autres choses. Ils vont trouver autre chose. En tout cas, on leur souhaite. Merci Hugues pour la chronique rétro encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été là. On va se revoir la semaine prochaine avec Antoine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.